Alicia, bonjour. Bonjour Marie-Hélène. Alicia, une chronique Europe aujourd'hui tournée vers l'environnement. C'est un peu surprenant, mais ça se justifie par la présence de votre invité. Tout à fait. Donc nous accueillons aujourd'hui Jérémy qui est stagiaire à la Maison de l'Europe en Limousin, qui est actuellement en master droit de l'environnement à l'Université de Limoges et qui va nous éclairer sur l'action de l'Union européenne en matière d'environnement. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors, Jérémy, notre expert en herbe du droit de l'environnement, veut tout d'abord nous faire un petit rappel théorique. Alors en fait, avant de vous parler un peu de l'Union européenne et de l'environnement, il est intéressant de faire une petite distinction entre l'environnement et l'écologie. Alors l'environnement, c'est tout simplement l'ensemble des éléments artificiels et naturels qui peuvent influencer la vie humaine aussi bien de façon positive que négative, alors que l'écologie est l'étude des êtres vivants dans leur milieu et les interactions qu'ils ont avec eux. Alors le but de faire cette distinction, c'est de montrer qu'il y a, on va dire, casser un cliché, comme quoi écologie et environnement sont des synonymes. Tout à fait. Alors, suite... Ça a été juste, excusez-moi, vous faites ce préambule pour le rappeler à nos auditeurs, mais est-ce que c'est une notion pour vous, justement, qui est nécessaire? Parce que beaucoup de gens font un amalgame. La confusion. Oui, beaucoup de gens font un amalgame, parce que, en fait, l'environnement et l'écologie, enfin, il y a le volet écologie dans l'environnement. Mais l'environnement est beaucoup plus large, parce que, par exemple, il peut aussi concerner la santé, l'urbanisme ou le patrimoine. Bien entendu. Ça agit dans beaucoup d'autres domaines économiques, sociaux, juridiques. Alors, suite à cette distinction, du coup, quels sont les enjeux liés à la préservation de l'environnement? Donc là, c'est intéressant de voir par rapport à la distinction réellement. On a tout d'abord les enjeux sanitaires, parce que dans le contexte de la forte industrialisation, il y a de plus en plus de pollution qui peuvent engendrer, par exemple avec les perturbateurs endocriniens, qui peuvent engendrer des problèmes au niveau de la santé publique. Par rapport là, un peu plus dans le milieu écologique, il y a tout simplement la protection des écosystèmes. Puis après aussi par rapport au changement climatique, donc là l'urbanisme va devoir répondre à ces problèmes de changement climatique. Et aussi tout simplement par rapport aussi à la paix, parce que qu'on le veuille ou non, l'ensemble des problèmes liés à l'environnement sont aussi liés souvent... On l'a vu en Syrie par exemple, voilà, sont souvent liés aux ressources naturelles. Bien sûr, de mauvaises récoltes. Juste une question avant d'aller plus amont, Jérémy, on peut savoir pourquoi vous vous êtes intéressé à cette thématique? C'était quelque chose chez vous qui vous parlait? Alors en fait non, pas du tout, parce que bon là j'ai parlé un peu de mon cas personnel, c'est que oui, ça nous intéresse. Quand j'ai commencé le droit, je savais pas encore vraiment tout ce que j'allais faire, et on a étudié en droit constitutionnel tout simplement un peu la charte de l'environnement, et c'est un droit qui est très novateur, qui est en constante évolution. Du coup ça a même pas encore 40 ans, et ça fait qu'on est acteur de cette construction, et c'est ça qui m'a vraiment plu. Et pour faire des études plus poussées en droit de l'environnement, vous avez choisi Limoges alors que vous n'aviez pas forcément débuté à Limoges? Non, j'ai commencé ma licence de droit à Bayonne, mais dès la deuxième année, en fait, je suis venu à Limoges parce que je savais que je voulais faire du droit de l'environnement. Un prof de Bayonne m'avait conseillé d'ailleurs cette fac-là, parce que justement, il y a Monsieur Prieur qui était, on va dire, un des pères fondateurs de ce droit en la matière. Du CRIDO. Le Centre de recherche international de droit à l'environnement. Voilà, et c'est pour ça justement que j'ai voulu intégrer ce master très rapidement. Qui vous a satisfait sur le plan du contenu? Pour moi oui, mais également aussi pour le reste de ma promo. On était vraiment tous très contents de ce qu'on apprend sur place. Et du coup, c'est vraiment un master qui nous fait, on va dire, participer à cette construction. On apprend beaucoup de choses et il y a beaucoup de perspectives d'avenir. Ouais. On peut dire quand même, je vous remercie Alicia d'ailleurs d'avoir invité aujourd'hui Jérémy, parce que le fait de l'entendre rappelle l'excellence de cette filière limousine, dont malheureusement on ne parle pas assez souvent. Vous êtes d'accord Jérémy? Oui. Merci d'être devenu un défenseur de Limoges. Alicia. Alors Jérémy, du coup, est venu nous voir car il était très curieux sur l'Union européenne, ou du moins il voulait en savoir davantage. Et du coup, on a voulu allier ses connaissances en matière environnementale et l'action de l'Union européenne. Jérémy, comment l'Union européenne a-t-elle pu ou est-elle en train d'intégrer l'environnement dans ses politiques au quotidien? Alors pour commencer, on va dire qu'à l'époque, vraiment quand l'Union européenne a commencé à se construire, la communauté économique européenne avait pour principal objectif d'avoir la paix et aussi de permettre un libre marché au sein de la communauté. C'était les deux objectifs. Voilà, par le traité de Rome. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que au début des années 70, les États de l'Europe à l'époque ont participé à la conférence de Stockholm, à la conférence de Rio, qui ont dégagé en fait les premiers concepts environnementaux: précaution, prévention, pollueur-payeur. Alors justement, pouvez-vous nous définir ces trois principes clés? Bon, pollueur-payeur, c'est tout simplement le fait que celui qui pollue est responsable et doit réparer la cause de sa pollution.
Alors que précaution, prévention, il y a une réelle distinction à faire qui est très importante. La prévention signifie que si on sait qu'il y a un danger lié à une pollution, à un problème sanitaire et qu'on est sûr de ce danger, l'État, l'entreprise ou le particulier doit tout mettre en œuvre pour que ceci soit réparé. Alors que précaution signifie qu'en cas de doute, par exemple lié à un manque de connaissances scientifiques sur un sujet ou une matière, le produit ne peut pas être commercialisé ou mis sur le marché, parce qu'on n'a pas encore toutes les connaissances par rapport aux conséquences de ce dernier. Et c'est pour ça qu'il y a encore le débat aujourd'hui sur les OGM, parce qu'on ne sait pas si oui ou non, ils peuvent être dangereux pour la santé. Tout à fait, oui. Nous devons dire aux auditeurs que l'Union européenne agit sur le territoire Limousin et même au-delà pour la nouvelle région Nouvelle-Aquitaine. Jérémy, pouvez-vous nous citer quelques exemples de fonds européens qui financent? Quand vous dites agir, Alicia, il s'agit bien de financement d'action. Oui, de cofinancement. Sachant que Jérémy, qui nous vient donc de Bayonne, fait partie quand même de la même région que nous. Tout à fait, oui. Cette région qui a la taille de l'Autriche. Exactement. Donc, en tant qu'habitant de la même région, de quoi pouvez-vous nous parler concrètement, Jérémy? Vu qu'on s'adresse quand même ici à un public des Limousins et que très souvent les gens, on va dire locaux, préfèrent qu'on s'intéresse à ce qui les concerne. Ça leur parle davantage. Je vais vous parler tout simplement de la tourbière de la Masure, qui est un réseau Natura 2000. Donc les réseaux Natura 2000, c'est en fait un réseau européen qui préserve l'écosystème sur les lieux en question. Ainsi, les acteurs locaux comme le Conservatoire des espaces naturels du Limousin, la communauté de communes de Bourgogne-Neuf et l'Organisation nationale de la forêt, ainsi que le parc naturel régional sur place, des 1000 vaches, ont participé à la gestion des financements européens, donc la préservation, par rapport à la préservation du réseau Natura 2000. Ainsi, sur place, il y a quand même eu 46 577 € qui ont été fournis par l'Union européenne, ce qui est pas rien, et ce qui a permis justement de gérer le lieu en question. Et pour l'avoir visité, on ressent qu'il y a quand même eu cette préservation sur place, ce qui équivaut quand même à environ 54% quand même des financements par rapport à l'Union européenne. D'accord. Donc, sachant que, on le sait, 1000 vaches en particulier, ce sont donc toutes les zones humides à préserver, qu'il y a une généralisation de cette préservation justement, et pour la tourbière de la Masure, cette action en particulier, c'est une gestion avec des animaux? Comment ça se passe, vous qui l'avez visité? Justement, il y a une gestion avec des animaux, parce que on va dire que les bergers... Donc il y a un pâturage. Voilà, ils veulent faire un nouveau pâturage pour éviter que justement les zones humides ou les mauvaises branches abîment les lieux en question. Très bien. Un autre exemple? Oui, tout simplement, même par rapport au réseau Natura 2000, il y a la dune du Pilat qui est réputée en Nouvelle-Aquitaine, il y a la Rune au Pays Basque. La Rune est une zone Natura 2000, l'ensemble de la montagne? Voilà, il y a une partie, oui, c'est par rapport plus à la protection des espèces et des oiseaux sur place. Bien sûr, très bien. Donc ça, c'était pour nous faire voyager au sein de la Nouvelle-Aquitaine. Après, j'aimerais juste vous faire une petite dernière distinction aussi qui est vraiment intéressante, c'est qu'on parle souvent d'environnement et de développement durable, mais le développement durable, c'est pas que l'environnement. Non, il y a la partie économique. Et sociale, surtout. En fait, le développement durable, c'est vraiment un développement économique en harmonie avec la nature, mais qui est aussi, avec l'environnement, je veux dire, qui a pour but de réduire les inégalités sociales au sein du monde. Du coup, là, je me suis vraiment attaché au rapport de Brundtland de 87. À l'époque, on disait développement soutenable. Donc, par exemple, c'est pour ça qu'il y a les fonds européens comme le FEDER, le FEADER ou le FEAMP qui financent le FEAMP, le Fonds européen d'aménagement maritime et de la pêche, qui va financer, on va dire, pour les pêcheurs inquiétins, l'utilisation de biocarburants. Donc là, on est vraiment dans une optique de développement durable. C'est montrer que l'environnement n'est pas là non plus pour empêcher la croissance ou le développement économique. C'est aussi un compromis à réaliser entre les trois volets pour pas que non plus on régresse. Bon, sachant que le biocarburant, après, ça peut se discuter. Mais c'est très bien quand même d'avoir fait toutes ces nuances et surtout de nous avoir parlé d'exemples concrets. On va terminer ainsi. Oui, juste pour rappeler que ces fonds sont en partie gérés par les conseils régionaux, donc sur place de Nouvelle-Aquitaine. N'hésitez pas, si vous avez un projet en la matière, à contacter directement la région Nouvelle-Aquitaine. En passant par la Maison de l'Europe, il ne faut jamais oublier la Maison de l'Europe. Oui. Maison de l'Europe en Limousin. Merci beaucoup, Centre Europe Direct. Jérémy, merci. De rien, au plaisir.